Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le RPG Week saison 2 épisode 16 slash Jinji DR, parce que j'ai décidé de faire les deux. Je pense que je préfère estampiller les deux étant donné que bon, c'est quand même un grand sujet. Donc la recette pour faire un méchant mémorable. Quel est selon vous l'élément clé pour concevoir un antagoniste oubliable? C'est parce que sa personnalité, son lien avec les joueurs, son objectif. Quel méchant avez-vous aimé détester? Donc c'est quelque chose que j'ai dit dans la version short, mais le lien avec les gens, je pense que c'est très secondaire, puisqu'il y a toujours ce rapport où les joueurs ne sont pas vraiment des autochtones du monde dans lequel ils sont. C'est parce que, en fait, quand les joueurs, même s'ils ont une bonne conception de l'univers, que l'univers a été conçu avec leurs mains et aussi avec la construction de comment le monde fonctionne, ils sont dans un monde avec une certaine construction et même dans un monde avec une certaine acceptation de certains peuples, ils sont encore plus hétéroclites que le plus hétéroclite de leur monde. Ce qui crée en fait un décalage. Ils apportent des réponses des fois qui sont en désaccord avec le monde ou qui sont différents du monde ou qui n'est pas encore à ce niveau de progressisme que eux ils ont. Ce qui fait que ça fait un gros écart. De la même manière, les liens entre le personnage et le potentiel antagoniste, des fois, peut juste être un lien qui va, dans la tête des joueurs, s'amener à un niveau d'antagonisme par rapport à l'antagoniste en question, lié pas seulement à une différence entre ce qu'ils perçoivent de bien ou de mal ou du regard sur leur monde, mais tout simplement parce que, en fait, c'est estampillé, c'est un méchant. Alors que, au-delà de ça, ce qui va faire un méchant, en fait, mémorable, c'est pas le lien avec les joueurs. Il n'y a pas le parallèle de oui, mais c'est le pendant inverse de ce que sont les joueurs. Ah, c'est une thématique qui est poussée à l'extrême. Non, en fait, je trouve que c'est pas que ça ne peut pas exister, c'est que c'est très léger et trop léger pour que ce soit mémorable. Ce qui est mémorable, en fait, avec un antagoniste, c'est sa personnalité, s'il faut souligner ça, son objectif, et aussi le parcours qui a été fait pendant que les joueurs étaient en train de déceler en fait quel était l'objectif qui allait mener à la grande opposition. Je ne parle pas, et ça peut facilement être un piège en matière d'écriture, puisque malheureusement, des fois, des gens reprennent des idées d'écriture qui viennent d'autres médias, sans oublier que le média jeu de rôle a un rapport d'interactivité. Je ne parle pas de cette erreur qui est commune de vouloir raconter les origines du méchant. Il ne faut pas raconter systématiquement les origines du méchant. Et je suis très habilité à parler de ce sujet pour la simple et bonne raison que j'avais une vision assez particulière des antagonistes à l'époque où j'étais très actif avec ma table. J'ai mes inspirations, vous les avez vues dans les RPG Week précédents, des inspirations qui viennent des années 70, 80, 90, et dans certains de ces grandes œuvres que j'ai citées, il y avait bel et bien un gros antagoniste, mais que la majorité des personnes qui vont faire office d'antagoniste au personnage sont des personnes qui vont peut-être mourir dans l'épisode où le personnage va s'en échapper et ne va pas interagir à nouveau avec. Cette logique-là, je l'ai appliquée pendant un très très long moment. Mais quand il y a eu un antagoniste, qu'est-ce qui fait que l'antagoniste a été mémorable pour les joueurs? L'antagoniste, j'en ai parlé, c'était le marionnettiste. Le truc, c'est que des fois, quand tu dois donner un surnom au personnage, c'est vrai que c'est le genre de surnom, tu peux, si tu es cynique, tu vas dire oui, mais bon, c'est pas très imaginatif. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'imaginatif si ce que tu présentes de simple est efficace. Pourquoi le marionnettiste s'appelle le marionnettiste? C'est tout simplement à cause de la symbolique qu'il représente, de sa manière d'agir et même de son interaction inhérente à l'univers. Je ne peux pas parler de ça parce que ça va parler en fait d'éléments qui sont typiques de mon univers et pour l'instant je préfère laisser ça dans les coulisses.
Mais je vais omettre ce que je peux pas raconter et je vais vous raconter l'histoire. Le marionnettiste, et cette histoire-là, les joueurs ne la connaissent pas totalement en fait. Le marionnettiste était une créature sentiente. Mais une créature sentiente dans sa propre condition qui, bien que présente dans tout l'univers, est considérée comme une créature inférieure. À raison ou à tort, dans la vaste majorité des cas, à tort, et à cause de l'étonnante fragilité, certains considèrent dans la fiction que c'est à raison. Quand il a fini par s'éveiller et devenir une créature sentiente, ce n'est pas une créature sentiente du style il a un corps humanoïde qui s'est développé comme certaines races où en fait c'est passé de l'animal à un truc qui a un semblant d'être humain. Il a gardé sa forme, à la différence de nombreuses personnes de son espèce. Il était sentient, mais à cause de ce caractère atypique, son espèce ne l'a jamais pris en pitié, mais lui percevait de la pitié que les gens de son espèce n'ont jamais ressenti vis-à-vis de lui. Et il savait très clairement que les gens de son espèce étaient des créatures qu'on va dire universelles, puisqu'ils sont présents dans le multivers ou dans l'univers en général. Mais les autres créatures sentientes, les humains, etc., considéraient que c'était une espèce inférieure. Ce qui fait que, comme on va dire une bonne partie du système stellaire où il a résidé et il a grandi, il a évolué, était composé en matière d'être sentient de cette espèce-là qui a atteint un caractère humanoïde, tout ça, mais qui a été souvent considéré comme de la fragilité. Il a tenté en fait de se venger des autres espèces, tout en essayant quand même de passer sous le radar de sa propre espèce qui pourrait potentiellement le détecter ou le dénoncer, dans le but en fait de saboter, de saper les autres espèces. Pourquoi? Parce que les autres espèces considéraient que la sienne était fragile et l'attaquaient en fonction de ça. Malgré le grand système stellaire qui donne le nom à l'univers que j'ai créé, fait que, malgré la volonté de grande protection, certains membres de cette espèce-là prenaient ça pour de la pitié. Lui, alors ça serait un peu extrême de le considérer comme ça, mais c'était une espèce de Malcolm X, mélangé à une espèce de Che Guevara. Il était persuadé à la fois qu'il fallait revaloriser les droits de son espèce, mais en même temps, se devait aussi de changer la perception que les gens avaient de ce qu'il faisait pour, en fait, essayer de montrer le sens des ressources, et le mot ressources, même si je ne peux pas expliquer pourquoi, est très très fort, était très présent dans cette espèce. Donc ce qu'il a fait, il s'est battu, il a fomenté, il a composé un corps artificiel, pouvoir en fait se mouvoir et se représenter comme les autres. Il a créé des coups d'État, il a renversé certains groupes, il a même libéré à certains États, certains des siens, pour pouvoir leur rendre leur liberté, parce qu'ils étaient exploités. Les joueurs n'ont jamais su ça. S'ils tombent sur la vidéo, là, ils vont le savoir. Mais ils n'ont jamais su qu'il n'a pas fait que du mal. Mais, qu'est-ce que les joueurs vont retenir? Il y a des groupes de mercenaires qui ont tenté d'attaquer le système stellaire et la planète à certains égards. C'est à cause de lui. Il y a tout un empire qui avait des volontés d'expansion. Il a renvoyé des éléments de cet empire dans ce système en sachant pertinemment que l'empire allait échouer. Tout ça pour pouvoir en fait rentrer dans des éléments de société, en fait dans des strates de la société, pour trouver les personnes les plus corrompues des autres espèces et les corrompre à leur tour pour changer les intérêts de ces derniers, pour qu'ils travaillent entre guillemets à son service et qui sapent l'espèce de grande société, l'espèce de grande faction qui était présente dans le système stellaire principal. Et au travers de ça,
à chaque fois que les gens remontaient à un semblant de grande menace ou un grand instigateur, ce n'était jamais vraiment le grand instigateur, parce que ce mec-là, il est au courant de sa propre faiblesse et de la perception que les autres ont de lui, les autres espèces ont de lui, ce qui fait que il ne met jamais leurs œufs dans le même panier, et même les personnes les plus corrompues, qui ont su exactement quelle était la véritable identité de ce marionnettiste, n'ont jamais snitch, n'ont jamais dénoncé ce personnage-là, parce que quand ils ont découvert que c'était un membre de cette espèce, ils peuvent pas dire oh, j'étais au service de ce truc-là. Parce que c'est quand même un être. Ils voulaient pas dire inférieur dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais ils ne pouvaient pas considérer ça comme ça. Et du coup, il est resté insaisissable. Il a été insaisissable dans la campagne où je l'ai introduite, et dans les autres campagnes où j'ai rebooté l'univers et qu'il y a eu d'autres campagnes par la suite, il y a eu cet élément-là. Sauf que, il s'est passé un petit quelque chose qui a changé la donne. Dans la campagne la plus récente, donc la campagne de l'âge d'or où il y a eu la représentation, tout ça, il s'est passé qu'il y a eu un gros attentat à plusieurs reprises. En fait, il y a eu plusieurs attentats en même temps, mais que les plusieurs attentats en même temps qui ont été faits, les joueurs ne pouvaient pas se retrouver sur tous les fronts. Il fallait faire un choix. Ils ont fait ce choix, et ça a mené que là où il y a eu les plus grandes catastrophes, c'est là où les joueurs ne sont pas allés, mais même là où les joueurs sont allés, il y a eu un phénomène d'expansion mystique qui a rendu fou un des personnages joueurs, c'est-à-dire que c'est pas genre c'est scripté, ça rendait fou la personne quoi qu'il arrive, c'est que le joueur a fait un test de lutte contre cette influence et a échoué de manière catastrophique. Donc, non seulement il y a eu plusieurs attentats, mais en plus de ça, un des joueurs qui a perdu le contrôle et qui plus ou moins et qui en plus il faisait partie d'une espèce qui protège les autres, ce qu'on appelle une race gardienne, devait protéger les autres, ben, il s'est retrouvé à vitrifier toute une cité-État et un royaume, et certains villages aux alentours. Donc quand c'est arrivé, il y a eu ce phénomène où le joueur a perdu du contrôle, d'autres joueurs se sont retrouvés systématiquement en PLS. Je crois que le miracle a fait qu'il n'y avait que 2 joueurs qui étaient encore debout, et ils ont dû ramasser leurs dents, entre guillemets, parce que certains sont tombés inconscients puis se sont relevés, ou tout, ça a été déblayé, le temps qu'ils sortent des décombres, c'était fini. Donc, il a fallu un moment où, en fait, certains d'entre eux s'enfuient pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, réunir des preuves, que les personnages en question qui étaient concernés ben, se rendent compte de certaines choses, et il y a un des joueurs à côté, pas l'autre créature qui faisait partie des races gardiennes, mais un autre joueur, lui, il s'est pris en fait le coup de cette espèce d'influence mystique, l'a perturbé, mais l'a fait évoluer au lieu d'être changé sous une forme d'influence à la fin. Ce qui fait que il a pu remonter à une trace infime de ce marionnettiste. Ils ont rassemblé des preuves. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Quand ils s'étaient enfuis, ils s'étaient enfuis à bord d'un vaisseau spatial. Ils sont partis. Ils ont rassemblé des preuves dans le système. Ils sont redescendus. Ils sont allés régler le gars. Et c'est peut-être là où c'était un peu frustrant pour pas mal de joueurs, et ils l'ont dit de leur propre aveu, c'est que quand il fallait se charger de ce marionnettiste, de ce personnage, ils ont fini par savoir qui il était. Et ils étaient sur le cul. Et au moment où ils l'ont cherché, l'influence de l'autre personnage qui a servi à détecter, à cause des pouvoirs inhérents de son espèce, plus aux événements récents,
ben, il ne pouvait pas le voir autrement que comme un méchant. Parce que quand il fallait remonter dans les traces, il y avait des personnes mortes, il y avait des villes qui ont été, des villes qui ont été ravagées, il y avait des éléments qui étaient vraiment assez shady, où tu sentais qu'il commençait à placer ses pions, et ils n'ont eu, je crois que 3/10 des informations. C'est-à-dire qu'ils avaient suffisamment d'informations pour remonter jusqu'au gars grâce à leur pouvoir, mais avec le peu de preuves qu'ils avaient, évidemment en tant que meneur de jeu, tu peux pas leur dire, il vous manque des preuves pour avoir une vue d'ensemble. Les personnages avaient, je dis bien les personnages, pas les joueurs, les personnages avaient déjà des œillères qui s'étaient construits à cause de ce qu'ils avaient déjà découvert. Donc pour eux, ils se sont dit, ce mec-là, il fout la merde depuis plusieurs décennies, on va lui niquer sa race. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne qui avait la capacité de détecter, son round est arrivé. Alors, il avait un corps artificiel qui permettait de pouvoir se débrouiller, patati patata. Le corps était puissant, ses stats étaient très élevés, il était très très fort, mais le joueur actif, celui qui avait l'initiative la plus élevée, c'était celui qui avait la capacité de le traquer, c'était une mise à mort pure et simple. Et c'est à ce moment-là, en tant que meneur de jeu, que j'ai compris quelque chose. On vous soulève souvent des fois, oui, mais il faut équilibrer, il faut que le méchant soit mémorable, donc il ne faut pas que le méchant aille trop vite, peut-être qu'il faut ajuster les caractéristiques. Oui, c'est vrai. Mais les caractéristiques avaient tellement une certaine marge. Et malgré l'énorme, l'énorme quantité de personnes qui a fait barrage pour empêcher d'arriver jusqu'au gars, les joueurs ont roulé sur l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait des règles pour des armées dans mon jeu, il y avait des règles pour combattre des armées, des divisions. Les mecs étaient une escouade. Je crois, si je ne me trompe pas, à l'époque, ils n'étaient même pas bien nombreux. Je crois qu'ils étaient 8-9, en comptant les PNJ. Ils ont roulé sur le truc. C'est-à-dire qu'ils se sont pas dit, on va faire le truc furtif, on va se glisser, on va machin. C'est, ils avaient un vaisseau, ils descendent, ils balancent des rafales de partout, ils font leur créneau, ils descendent du vaisseau, bim bam bim. C'est un univers très ancré manga animé, mais dites-vous qu'il se passe tellement de choses différentes. On peut faire un parallèle limite avec Dragon Ball Z. Pas en échelle de puissance, mais dans la variété. Tu peux voir des mutants, tu peux voir des cyborgs, tu peux voir des clones, tu peux voir des espèces magiques, tu peux voir des espèces, des créatures très spéciales qui ont une place dans le monde. C'était ça. Mais les mecs, ils étaient même pas au niveau. Ils étaient même pas, pour vous dire, ils étaient même pas dans les 2 tiers du premier tiers de la campagne qu'ils avaient roulé sur tous les adversaires. Les créatures étaient paramétrées, c'était un profil de caractéristiques archétypales, ce qui fait qu'ils avaient un gros avantage, les ennemis avaient un gros avantage sur les maîtrises d'armes. Donc, ils ont roulé sur tout, ils sont partis en ligne droite, ils ont tout défoncé autour. Le gars, il a voulu faire son combat, il a fait son dialogue pour expliquer que derrière toute l'influence, toute la force, tous les moments où en fait il a été sous-estimé et qu'il y avait les autres choses, les personnages, joueurs, n'en avaient rien à foutre. Et non seulement ils en avaient rien à foutre, c'est que le joueur qui avait la capacité de détection, qui est pourtant qui était le joueur le plus timide au moment des faits, c'était le même gars qui a fait quelque chose que l'on voit dans de nombreuses campagnes de jeux de rôle typiques, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'entendre ses excuses, je l'attaque. Tout le monde était choqué. Et le pire, c'est que c'est lui qui avait la meilleure initiative, il a attaqué. Et comme il a attaqué la personne pendant le discours, et qu'il avait réussi avec un très très haut niveau, c'est-à-dire que c'est un système en pourcentage, et il avait une grosse marge à cause de ses stats et de la progression et de l'influence mystique qu'il avait, il avait une hausse de stats.
pas significative, mais suffisamment forte pour pouvoir influencer. Et donc, il a fait un résultat sous 25. Le gars, il est venu. Premier round, c'était le seul round. Il a défoncé. Les joueurs, j'ai senti aussi qu'il y avait un problème par rapport à ça. C'est que malgré l'énorme écart de stats, l'énorme écart de puissance, un joueur était en train de soloter legit l'antagoniste le plus fort qui était conçu des 3 dernières campagnes. Il le faisait legit avec ses stats, avec une augmentation de stats normale. Il te faisait des succès critiques et que malgré le fonctionnement des choses et aussi même la possibilité que, par exemple, comme c'était un corps artificiel, ben, en gros, il détachait la tête, qui était son corps principal, et il se barrait. Même quand il a détaché son corps principal, après que son corps soit tombé en lambeaux enfin, au premier round, le personnage avait une chance infime. Je lui dis, c'est rapide, comme c'était une espèce d'orbe. Le corps principal, c'était un corps de méca. Il s'est détaché, ça a fait une espèce d'avion, il s'est barré. J'ai dit, tes chances vont être très basses, tu vas tirer le résultat. Succès critique derrière encore. Exactement le même niveau de succès critique. Il a déchiré, il a défoncé le mec. Et je sais pas dans quoi il s'était trempé pour pouvoir être à ce point-là, mais il a eu une influence tellement mauvaise sur l'univers et il a trempé dans tellement de choses. En tant que créature qui a une place bien particulière dans l'univers, il a été détruit et les joueurs, même ceux qui avaient une perception spirituelle basse, ont vu le ciel s'éventrer, ils ont vu la main et derrière les yeux de pas mal de divinités en train de choper l'âme du gars. Et c'est pas genre ils ont chopé l'âme du genre ouais il s'est monté et puis après là, non, détruit, tape, ils ont pris son âme, ils sont partis avec, bim, tout s'est refermé. Il faisait nuit en plein jour et puis bim. Et je crois que c'est la seule fois où ils ont vu l'influence divine à l'œuvre. Parce que le divin ne fonctionne pas de la même façon que dans vos fictions que vous voyez dans le jeu de rôle. Le méchant a planifié ses origines remontent à 5 décennies derrière. Il a senti les vicissitudes de sa propre condition. Il a certes vu des choses que les gens de sa propre espèce ne lui ont jamais vraiment reproché. Il a vu aussi comment on traitait les gens de son espèce, quand ils évoluaient ou quand ils évoluaient pas, parce qu'il y a une notion d'état d'existence dans mon univers. Malgré cela, il s'est battu pour ce qu'il pensait juste, et il voulait changer l'équilibre des choses, mais au travers de cette espèce de grande faction, de grande fresque, qui représentait en fait la faction principale auquel les joueurs jouaient, il y a quand même le fait que ce n'est pas une influence omniprésente, c'est pas une espèce d'empire, c'est qu'il y a des poches, on te dit telle cité-état est indépendante, telle cité-état est dépendante, tel royaume, ce qui fait que la volonté d'harmonie de cette faction fait que ces zones où ils sont présents, ben c'est un peu gruyère dans l'univers. Ce qui est à la fois une force et une faiblesse. C'était même tout le propos de cette faction-là, que l'harmonie n'est pas une notion d'ordre, parce que la notion d'ordre n'est jamais qu'une espèce de vision que des gens veulent encadrer à un instant T, qui n'est pas la réalité. Ce qui fait que les factions qui sont, on va dire, inférieures, qui ne font pas partie de ce truc-là, se permettent certains outrages ou certaines choses que la faction principale ne peut pas se présenter en tant que justicier, parce que ce n'est pas leur but. Donc, dans leur grandeur et dans leur façon de fonctionner, ça a créé justement des écarts de société, sauf que les sociétés sont ce qu'ils sont à cause de leurs dirigeants, et leurs dirigeants essaient de faire les choses beaucoup plus dans l'ombre, parce qu'à partir du moment où en fait il y a une espèce de peur qui plane autour de la grande faction, ils se disent,
Et si jamais on fait un truc qui est une atteinte aux droits des êtres vivants, de machin, machin, ils vont venir nous défoncer. Il y a des preuves que ça a été fait et il y a des preuves où il n'y a pas eu d'influence. Ce qui fait que cette espèce de la peur à cause de la puissance est présente. Et le personnage, l'antagoniste en question, c'est une créature qui a vu le pire dans chacune des factions et de la mentalité du sentient, et à quel point les préjudices qui ont été faits à leur espèce fait que même cette espèce-là, quand ils sortent des nombreux troubles qu'ils ont, ils préfèrent ne pas interagir ou en parler avec les autres espèces. Parce que de base, ils ont des pouvoirs et des secrets qui se doivent de garder pour eux. Donc lui, il a agi avec une grosse volonté de changer la condition de son espèce et de montrer une maestria, mais de changer l'équilibre des choses et d'essayer, de par des manipulations, de faire une sélection et de bouger les personnages, justement, comme des marionnettes. C'est pour ça qu'il s'appelle le marionnettiste. C'est pas parce que c'est un grand maître manipulateur dont le but c'est d'un gars qui veut être une espèce d'ascendant, la plus grande forme de vie qui existe. Il est pleinement conscient qu'il n'est pas une créature surpuissante, mais c'est les pouvoirs qui sont inhérents à leur espèce et quelque chose qui est jalousé une fois que c'est connu. Et il fallait protéger les gens de sa propre espèce. Et il s'est dit, soit on a la pédagogie pour expliquer ça aux autres espèces, ce qui n'était pas une bonne solution parce que ça a mené justement aux attaques dans le système stellaire où où une grosse majorité d'entre eux se sont étendus. Et c'est ce qui fait qu'ils ont subi des attaques, il y a eu des esclavagistes, des négriers, tout ça. Et il a fait énormément de choses horribles avec une volonté de préserver son espèce tout en essayant aussi de ne pas, en fait, comment dire ça, taper sur des créatures qui sont émergentes. C'est-à-dire des créatures ou des cités-États ou des petits villages. Ils ne s'en prenaient pas à des petits territoires. Parce qu'ils grandissaient, il y a le monde qui est en perpétuel agrandissement, il y a des personnes qui ne sont pas des colons, mais qui se sont juste dit, on occupait une fonction à tel endroit, puis au début ils étaient deux, puis ils ont eu des enfants, puis d'autres personnes ont trouvé que ce qu'ils faisaient était utile, ils s'étaient fait embaucher par ces personnes-là, et des villages naissaient comme ça, des endroits naissaient comme ça. Sauf que ces endroits-là, ils avaient des fois pas le droit de grandir, parce que d'autres cités indépendantes, d'autres factions indépendantes, disaient que, ah, voilà une nouvelle trouvaille, c'est une victime, on va essayer de les contrôler. Donc, c'est quelqu'un qui préservait les petits dans leur capacité à grandir, et pour ceux qui, par immobilisme ou par illusion de puissance ou des technologies auxquelles ils avaient accès, ou des forces personnelles qu'ils avaient, ben, il tapait, pour lui c'est un numéro de tap-top en se servant d'autres individus comme marteau, au gré de sa manipulation. C'est un personnage très complexe. Il n'était pas manichéen, il est parti dans des extrêmes, il avait une volonté de préservation de certaines choses, et une volonté de destruction de certains autres dans un registre bien précis, et utilisait parfois des forces extérieures pour pouvoir, en fait, avoir des pistes, puisque j'ai parlé du cas de l'Empire en question, l'Empire extérieur qui venait dans un système stellaire, on va dire, au nord, même si ça ne veut pas dire grand-chose à l'échelle de la galaxie. Ben, ce qui s'est passé, c'est que ces gros événements où des éléments extérieurs venaient intervenir dans le système, ça montrait, si jamais il y avait des gros assauts et que les armes continentales, les armes de niveau continental ou de protection planétaire ne fonctionnaient pas, ou même d'avant-poste, etc., etc., ben, il y avait aussi ce rapport du, dans une situation de crise, tu arrives à voir quelles sont
les opportunistes, quelles sont les personnes viles, quelles sont les personnes manipulables. Et il se servait de grosses catastrophes ou de gros événements qu'il avait contribué à créer, en sachant que les gens qui allaient intervenir, ils n'avaient aucune chance, pour déceler des personnes manipulables ou contrôlables, pour ensuite venir faire son œuvre. C'était une espèce de cultivateur avec une pensée très fluide. Il représentait à la fois le chaos et l'harmonie en même temps. Mais évidemment, ce qui a fini par l'avoir, et la racine du fait qu'il s'est comporté comme ça, c'est quand même son ego. Il représentait les trois grands reflets qui sont présents dans l'univers que je présente. Il y a l'harmonie, l'ego, le chaos. L'ordre, une bonne partie des sociétés considèrent que l'ordre n'est jamais que point de vue encadré, à petite échelle, qui peut persister sur une certaine période, mais qui n'est jamais pérenne. Parce que ils viennent d'un univers où le monde est en constante évolution et que certaines forces te montrent que une idée d'ordre peut exister, mais qu'elle n'existe qu'à un point donné du temps et qu'elle finit par s'effondrer tôt ou tard. Ceux qui sont restés ancrés dans cet ordre par commodité ou par habitude a produit des civilisations qui se sont systématiquement effondrées. Mon antagoniste préféré, c'est le marionnettiste, parce qu'il représentait les propos du jeu et était un personnage très, très complexe. Et je pourrais expliquer encore plus sa complexité si je devais parler des coulisses. Sauf que je ne me permets pas de parler des coulisses. Voilà l'antagoniste le plus fort que j'ai jamais créé. Et toutes ces thématiques-là dont j'ai parlé, elles étaient présentes à la lueur des joueurs, sauf qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas les éléments ou les preuves ou le point de vue du personnage. Est-ce que l'antagoniste allait se livrer à parler de certaines choses? Probablement que oui sur certains trucs. Mais le joueur qui d'habitude était le plus passif ou qui avait pris en avant les événements, il avait vu un autre joueur et son personnage être pris dans un engrenage et ils avaient dû fuir, et d'autres joueurs ont dû emboîter le pas, et que derrière l'action de juste, on va dire, la bagarre et aussi de comment on va faire pour essayer de mettre à bas ce personnage-là, il y avait une partie des personnages joueurs qui avaient une vision héroïco-classique des TTRPG, c'est-à-dire on est des protagonistes, on est des héros et on va essayer de régler les choses. L'autre personnage qui a été influencé et qui a vitrifié pas mal de zones, il représentait une force de la nature et il a été, en fait, le pouvoir et l'événement qui s'est passé à côté de l'attentat a manipulé le personnage, il lui a fait perdre son contrôle. Et je crois que c'était la première fois que les joueurs voyaient pourquoi certaines espèces, mécaniquement, c'était pas jouable pour tout le monde de par sa complexité. Et le joueur qui était le plus passif était le seul qui avait des éléments qui le menaient à certains endroits bien précis et qui a permis en fait de passer à différentes étapes de l'aventure pour ensuite tirer des conclusions. Sauf que quand cet individu-là, qui était censé avoir la distanciation ou la lucidité, quand il est arrivé en face de l'adversaire, il a dit « je ne veux pas parler avec lui, on va le défoncer sa gueule », on pourrait dire « c'est dramatique ». Mais c'est justement peut-être ça la conclusion que j'avais envie de donner sur le sujet. C'est que, parfois, et ça c'est pas seulement les gens qui jouent au jeu de rôle, mais les gens qui consomment des fictions ou des histoires, on n'a pas besoin de connaître toutes les zones d'ombre et les amener en lumière. Il faut laisser des théories, quand je dis il faut laisser des théories, vaut mieux que je fasse pas d'erreur en faisant ma conclusion. Vaut mieux qu'il y ait des zones d'ombre, qui restent des zones d'ombre,
et laisser les gens aller à leur imagination, tout en sachant que le meneur de jeu a le devoir de temps en temps de leur dire, en coulisses, en dehors, non, ce n'est pas ça. Vous savez, l'archétype des fois des joueurs qui spéculent sur énormément de choses, et puis après, le meneur de jeu dit, ah ben, ces trucs-là qui sont les théories qu'il présente là sont meilleures que les miennes. Ah ben, vous savez quoi, ça va être ça maintenant. Ça m'est pas arrivé. Parce que je considère que les zones d'ombre font partie inhérente des choses. Il y a des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y a certaines zones d'ombre, vous ne les avez pas. Et qu'il y a des choses qui ont foiré, il y a des choses qui ont échoué. Vous avez pris des distances, vous vous êtes foutu sur la gueule. Il y a des choses qui n'allaient pas. Ce que la personne a projeté, il l'a projeté pour un certain nombre de raisons. Je dis pas que lui doit vous fournir les raisons, je dis qu'il y a un certain nombre de raisons. Parce que la manière dont on se comporte, la manière dont on pense, l'attitude, la réflexion d'une personne, ben, le premier pas, c'est que pour essayer de s'entendre avec des personnes, c'est d'aller vers un chemin de compréhension. Mais il y a un moment où, en fait, il y a certaines choses qui finissent par s'entrechoquer, qui finissent par se repousser. Dans les fictions actuelles, et chez les meneurs de jeu actuels, il y a parfois cette volonté de devoir combler des vides, de mettre en lumière certaines choses. La raison pour laquelle j'ai raconté cette histoire par rapport à mon antagoniste préféré, c'est parce qu'en fait, du temps a passé. C'est pas un genre comme si j'allais le ressortir du chapeau. Au moment où je vais composer la chronologie de l'histoire, ces événements-là ont été canonisés, ces événements-là ont eu lieu. Mais, c'est des éléments qui vont appartenir au passé. Et que ce qu'on va garder en tête de cet individu, c'est ce que les autres ont fait. Parce que les actions et les réflexions et les décisions ont des conséquences. Des fois, c'est quelque chose qui peut être réversible, et des fois pas. Le monde ne fonctionne pas tellement en termes d'absolu. Mais parfois, le fossé est si grand que ça en donne l'impression. Il faut accepter l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et à défaut qu'on puisse atteindre l'infiniment grand et l'infiniment petit, il ne faut pas non plus avoir peur de se rapprocher de certains bords, mais de ne jamais vraiment embrasser, on va dire, une lueur sur l'ensemble. Certaines choses devraient rester dans l'ombre. Parce que on ne vit pas en ayant une conception ou une perception parfaite des choses. On peut tendre, et tendre est une bonne intention. Mais vouloir essayer de trouver toutes les coutures pour ensuite essayer de figer les choses, c'est le propre de l'être humain. À un moment donné, je parlais de ça, c'est marrant, je parlais de ça avec ma mère il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, mais il y a des personnes, elles grandissent en fonction de milieu, elles ont une nature profonde, elles finissent par se construire en fonction des bons, des mauvais événements, ils tirent les conclusions qu'ils ont envie ou non. Et des fois, ils ne sont jamais que le prolongement de ce que sont leurs parents ou pas. Et à un moment donné, passé un certain âge, certains éléments qu'ils considèrent comme de l'expérience ne sont jamais que des expériences. Leurs opinions ne sont jamais que des opinions, pas la réalité. Mais à un moment donné, l'être humain a cette tendance, en fait, de les figer en tant que certitude. C'est une erreur. Mais en même temps, la flexibilité de perception des choses est un exercice constant et un exercice qui est fatigant. C'est pour ça que l'immobilisme existe dans le cœur d'une majorité des personnes. Et que c'est difficile pour une personne de changer. Ou voire même qu'une personne n'ait pas envie de changer. À cause de cette notion d'immobilisme figé par les certitudes. Construire un méchant mémorable, puisque c'est le sujet. Le lien avec les joueurs, je considère que c'est pas secondaire, mais c'est quelque chose qui est très léger. On peut faire l'archétype du oui, mais ils ont fait quelque chose qui a été préjudiciable pour les joueurs, mais c'est quelque chose de prévisible et de trop direct. Quand c'est trop direct,
ça va susciter les émotions les plus fortes chez le personnage. Mais avez-vous pensé un seul instant quand vous faites des personnages comme ça, c'est-à-dire oui, il a tué mon père, est-ce que vous n'avez pas pensé, par exemple, à la perception selon le point de vue de la personne? Et si oui, qu'est-ce que vous décidez de faire malgré tout? Et est-ce que ramener cette personne-là sur un chemin de rédemption peut ne pas être plus intéressant que comment dire ça, que de, par exemple, le laisser en méchant et mourir en méchant. Le monolithisme, c'est pour ça que je défends le monolithisme chez les méchants. Un méchant peut être méchant parce qu'il est méchant, et il meurt, il reste toujours un méchant. Il est masqué, jusqu'à la fin, il reste masqué. Démasquer un méchant pour ensuite venir raconter sur les dernières minutes de sa vie, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, c'est pas intéressant. Il faut savoir laisser des zones d'ombre. Et un autre personnage d'ailleurs que j'avais fait, mais qui n'était pas un méchant ou un antagoniste, mais qui était censé être un traître, il s'appelait Lucius Big Joe, surnom Big Joe Jackson. C'est un personnage très inspiré de la culture noire américaine, tout ça, et qui était inspiré de Big Smoke de GTA San Andreas, parce que oui, des fois, ça m'arrive de m'inspirer de certaines personnes. C'était un personnage qui était un petit peu le gars un peu pumped up, le gars qui donne de la force aux autres, qui dans les clashs en fait fait des fois l'arbitre, c'est le gars qui est un petit peu provocateur, mais un peu lâche aussi, tu vois, c'est le gars qui te tient, enfin qui te dit, hey, vas-y tiens-moi. Et tu vois, t'as de la chance qu'il me tient là. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'était un personnage qui était provocateur, fauve, grande gueule, qui se sentait plus pissé quand il était dans un groupe. Mais à un moment donné, en rentrant en interaction, passer un certain chapitre, en fonction de la direction qui était prise, il y avait de fortes chances qu'il devienne un traître. Sauf qu'à un moment donné, quand il est allé rencontrer les personnages joueurs de l'autre jeu que j'avais fait, ben, les joueurs ne l'ont pas rejeté. Ils l'ont trouvé imparfait, mais parce qu'il était imparfait, il était sympa. Et ça a donné l'occasion à ce personnage-là en discutant avec les personnages, parce que dans le setting où ils étaient, c'était vraiment très esprit shonen, donc c'était des lycéens, tout ça. Mais ça leur a permis de discuter de la perception des autres, du quartier où ils venaient, pourquoi en fait certaines choses étaient arrivées. Les joueurs ont spéculé, c'est pas lui qui disait ça de manière directe. Là, on n'est pas un mec qui va te faire une dissertation de pourquoi il est arrivé là dans sa vie. Ils jouaient des ados et les joueurs ont bien rempli leur rôle à ce niveau-là. Ben, à un moment donné, ils ont fini par discuter, ils avaient des ambitions ensemble, ils avaient une volonté de rentrer dans l'école dans laquelle ils étaient vis-à-vis des bagarres interlycées, tout ça. Et à un moment donné, le gars, il a rencontré les PJ ne l'ont pas rejeté, ils ont appris à accepter un petit peu certaines de ses faiblesses, mais certaines de ses faiblesses se sont changées, sont devenues des forces, et ça lui a permis d'interagir avec certains professeurs, que le professeur n'a pas juste été le mec qui instruit, mais qui aussi a contribué à son évolution. C'est un personnage qui était prévu pour être un traître, mais les joueurs ont totalement changé la perspective et il est devenu un des personnages chez les PNJ les plus fiables et plus forts qui aient existé dans leur entourage. Apprenez à embrasser les zones d'ombre, les imperfections, et le fait aussi que les gens ont un vécu avant, pendant et après à être rentrés en contact avec les personnages. Et quand vous êtes meneur de jeu, c'est exactement pour ça que vous devez laisser les joueurs interagir avec les éléments de votre univers, pas seulement en fonction de ce que vous avez pensé, mais comment eux, ils peuvent contribuer à l'univers. C'est assez paradoxal, mais c'est parce que les joueurs ne sont pas les autochtones du monde dans lequel ils vont évoluer, qui peuvent donner de la perspective aux autres qui sont les autochtones de leur propre monde, et apportent une contribution qui vont faire évoluer ces personnages-là par leur influence. Et de cette même façon, va raconter une histoire plus organique, plus enrichissante dans le jeu de rôle. Voilà. Est-ce que j'ai pas zappé des trucs là? Parce que voilà.
Après, on me pose la question, est-ce qu'il y a un méchant que j'ai adoré détester? Le marionnettiste, dans la manière dont je l'ai écrit, était très subtil. Et j'ai pas eu de grands méchants, quand j'ai joué uniquement en tant que joueur. Et je crois que j'ai à peu près dit ça. Le marionnettiste était mémorable pour toutes les raisons que j'ai citées. Voilà. Donc si je dois faire maintenant une grosse conclusion, je dirais, apprenez à embrasser les zones d'ombre, les imperfections, les méchants de tout bord possible, ceux qui sont monolithiques, ceux qui sont complexes, ceux qui le sont pour des raisons de propre faiblesse mentale, ceux qui le sont par une volonté suprématiste, ceux qui le sont en voulant bien faire. Il y a eu des méchants de mineurs, on va dire, avec ces nombreuses variations-là dans le monde. Dans les mondes que j'ai fait évoluer. Mais c'était des reflets très compliqués. Parce que je n'oublie pas que peu importe le méchant, sentient, entre guillemets, que j'ai décidé de développer, et la manière dont je construis des personnages, ce sont des individus. Ce qui fait que justement, je pense que dans le futur, dans une grosse vidéo que j'ai prévue pour cette année, sur la perception qu'on a des PNJ, j'entends deux extrêmes et je pense que les deux extrêmes ont tort. Je n'en dirai pas plus. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo. Et surtout, par exemple, si vous avez eu d'autres méchants qui sont mémorables, que vous avez adoré détester, c'est vrai que c'est une question qui est spécifique. C'est une question qui n'est pas des masses posées. Un méchant que tu as adoré détester. Voilà. J'ai failli rajouter un truc en plus derrière ça, mais je vais m'abstenir. Je vais juste vous dire que c'est une question qui n'est pas posée des masses aux meneurs de jeu et aux joueurs. Donc, si vous pouvez répondre en commentaire, allez-y. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois dans une autre rubrique. Amusez-vous bien. Salut à tous.